Donc on va commencer par parler un peu des historiques entre les neurosciences et la méditation. Et ensuite, je vous montrerai les travaux que je fais et que les autres chercheurs font dans ce domaine. Alors, les neurosciences et l'imitation, ça a commencé il y a environ une vingtaine d'années, notamment par un chercheur français au CNRS, Francisco Varela, et un chercheur américain, Richard Davidson, à l'Université de Wisconsin et Harvard, qui ont décidé d'aller voir le Dalai Lama et de discuter avec le Dalai Lama justement sur la recherche en méditation. Il y a des conférences qui étaient organisées à Dharamsala en Inde avec le Dalai Lama et aussi des conférences en Europe et aux États-Unis. Et notamment, ça a culminé quand le Dalai Lama a parlé à la Société des neurosciences. Donc, la Société des neurosciences, c'est une conférence internationale avec 35 000 chercheurs en neurosciences où le Dalai Lama a fait une présentation. Les Chinois ont boycotté, etc. Bon, il y a eu beaucoup de politique. Mais bon, c'est pour vous montrer l'intégration entre les deux milieux. Donc le processus contemplatif de méditation consiste à se familiariser avec sa propre vie mentale et ça entraîne des changements de longue durée, cognitifs et émotionnels. Donc l'idée des neurosciences, c'est justement d'étudier quels sont les changements cognitifs et émotionnels qui sont dus à la méditation. Il y a deux pratiques principales de méditation. Il y a des pratiques dites concentratives, où par exemple quand on répète une mantra, ou quand on se focalise sur un objet, comme une bougie, ou sur son souffle, là, ce qu'on avait fait, c'est focalisation sur la respiration, donc c'est plus concentrative. Et il y a une pratique aussi qui s'appelle de pleine conscience, mindfulness, qui est différente dans le sens où, par exemple en japonais, ils appellent ça shikantanza, ça veut dire juste s'asseoir. Donc on s'assoit et on regarde ce qui se passe dans le cerveau, dans notre espace mental, ce qui se passe. Donc il n'y a pas la distraction n'existe pas parce que justement le but de cette méditation c'est de voir ce qui se passe. Donc il y a deux types de changements. Il y a les changements qui sont dits dus à l'état méditatif, c'est-à-dire que quand on demande à un sujet, à un participant, bon là vous allez faire la méditation, on va voir des changements dans le cerveau qui vont être par exemple avant qu'il fasse la méditation et pendant qu'il fait la méditation. Donc ça c'est des états qu'on appelle c'est un changement d'état du cerveau et les changements à long terme, c'est-à-dire que si on enregistre le cerveau d'un méditant qui commence à méditer et qu'on enregistre son cerveau 2 ans après, il va y avoir des changements structurels et cognitifs plus profonds. Donc il y a des changements qui sont plus transitoires, qui sont changements d'état, soit ils méditent pas, et des changements qui sont plus à long terme sur plusieurs années. Donc en neurosciences, on étudie les deux types de changements. Donc on utilise l'électroencéphalographie. Donc là, ici, c'est un exemple avec 256 canaux. Donc c'est des enregistrements purement passifs. Donc il n'y a pas d'électricité qui est injectée ou d'électricité qui passe, mais c'est juste un enregistrement à la surface du scalp. C'est complètement indolore et sans risque. Et donc ça, c'est à quoi représentent les données. Par exemple, si on a 32 électrodes, on a pour chaque électrode une série temporelle. La plupart des expériences que j'ai faites en médiation, moi je les ai faites au Meditation Research Institute à Rishikesh en Inde, où en fait il y a un ashram qui ont acheté un système EEG à 40 000 € et ils ne savaient pas quoi en faire. Donc ils ont invité des chercheurs pour faire des recherches justement en utilisant ce système. Ici on voit donc on a mis au point un laboratoire, donc ici on voit le sujet qui est en train de méditer et les électrodes à la surface du scalp. Ici c'est l'amplificateur et il a aussi un écran devant lui, comme ça on peut lui présenter différentes images, etc. pour tester ses réponses émotionnelles et cognitives.
Donc, dans les ondes cérébrales, on s'intéresse à différentes ondes de différents types. Donc, vous avez sûrement entendu parler delta, θ, alpha, bêta, gamma. Donc, c'est des ondes de différentes oscillations. Delta, c'est de 0,5 à 2 Hz. Θ, c'est de 4 à 7 Hz. Alpha, de 9 à 11 Hz. Bêta, de 18 à 21. Gamma, encore plus haut. Et en fait, ça ne ressemble pas vraiment à ça quand on regarde les données brutes. C'est toujours un mélange entre, par exemple, ici on a θ, donc on a des basses oscillations, mais aussi on a aussi du bêta ou du gamma ici, donc c'est jamais puant. Mais bon, c'est un peu ça à quoi ça ressemble. Et on regarde quelle est la variation. Est-ce que l'amplitude des ondes augmente en fonction de l'état méditatif ou après plusieurs années de méditation ou pas? Et pour ça, on utilise ce type de diagramme où en fait ici on représente les fréquences de façon continue. Et donc on regarde quelles sont les variations. Donc ici c'est 10 Hz. Donc ici c'est alpha, ici c'est θ. Donc on regarde quelles sont les variations en fonction de la fréquence. On ne regarde pas vraiment les fréquences directement, θ, alpha, bêta. On regarde sur le continuum qu'est-ce qui se passe dans leur cerveau au niveau de chaque électrode. Et aussi on peut regarder l'intérieur du cerveau. Ce qu'on fait aussi, c'est qu'on regarde ce qu'on appelle les topographies. Donc, on n'a pas, par exemple, ici, c'est schématique. Ici, on a 32 électrodes. Donc, pour les 32 électrodes, on va par exemple avoir un numéro qui va indiquer l'augmentation locale d'une fréquence. Par exemple, ici, 10 Hz. Et avec ces numéros, ici, on construit une surface tridimensionnelle. Et on projette ça sur le SCAD. Donc ici, par exemple, c'est le nez, ici les oreilles. Donc ça nous permet de voir, quand c'est rouge, ça veut dire augmentation à cette fréquence, et quand c'est bleu, ça veut dire diminution. Donc ça, c'est le type de système qu'on utilise pour voir qu'est-ce qui se passe un peu au niveau de la localisation des changements. Donc dans cette expérience ici, donc on a réalisé en Inde, on voulait comparer 3 types de méditation, parce que ce qui se passe, c'est que si vous faites... Maintenant, la méditation, il y a énormément de papiers sur la méditation. Mais il y a beaucoup de différences, il y a beaucoup de types de méditation. Donc tout le monde va parler de méditation, mais en fait, ils vont probablement avoir des résultats différents au niveau des changements cognitifs et cérébraux, parce que c'est différents types de méditation. Donc ici, on voulait utiliser les mêmes tâches sur différents méditants. Donc ici, on avait 4 groupes de sujets. On avait un qui pratiquait, donc c'était en Inde, sa pratique Isha, donc ça c'est très proche du Zen, méditation sur le vide, enfin, pas de contenu. On a pratique Vipassana, qui est centrée sur le corps, les sensations corporelles, et pratique himalayenne, qui est centrée sur des mantras, donc répéter donc répéter les mantras au fur et à mesure du temps. Donc ici, c'est concentratif, c'est les méditations de concentration. Et ici, c'est les méditations plutôt open awareness. Donc on voulait avoir un peu un spectre de différents types de méditation pour voir s'il y avait des changements qui étaient communs à tous les types de méditation. Donc ce qu'on a trouvé, donc ça c'est le diagramme que je vous ai montré avant, et en fait les différentes couleurs ici sont différents types de méditation. Ici, c'est sujet contrôle. Et donc, ce qu'on voit, c'est que tous les types de méditation semblent induire des changements ici à haute fréquence. Donc, quand c'est haute fréquence, si vous vous rappelez, c'est plus gamma. Il y a aussi des changements à basse fréquence ici, mais je ne veux pas en parler. Et ensuite, on regarde la topographie des changements, qui ici, plutôt... donc ici, c'est le devant, donc c'est le cortex frontal. Et ici, c'est le derrière de la tête, donc c'est le cortex occipital. Donc, des changements de haute fréquence dans ces deux zones. Et ça se rapproche d'autres travaux qui ont été faits, en fait, qui comparaient des méditants confirmés, tibétains. Donc ça, c'est plus travaux de Richard Davidson et Antoine Lutz, qui est chercheur à l'INSERM, ici en France, où ils ont enregistré des rinpochés tibétains. Et ce qu'ils ont montré, c'est qu'en fait, par rapport à des sujets contrôle, ils faisaient des séances d'état neutre, état de méditation. Et ça, c'est des sujets super entraînés qui ont fait plus de 50 000 heures de méditation. Et en fait, quand ils se concentrent, ce qu'on peut voir, c'est que tout de suite, on voit une augmentation très forte, justement, dans les hautes fréquences. On le voit directement sur les données brutes, ce qui est en fait très difficile à voir sur les EEG. Et ici, c'est les sujets contrôle. Ici, c'est les pratiquants. Et donc, tous les pratiquants semblent avoir une augmentation, notamment dans ces bandes de fréquences hautes, dans les bandes de fréquences gamma, avec ce type de topographie. Donc, comme nous, ils ont trouvé en frontal,
mais par contre, il y a moins occipital pour eux, donc ça dépend peut-être du type de méditation. Ici, c'est encore un autre type de méditation, mais ça confirme nos résultats. L'interprétation, ici, dans cette expérience, ils ont aussi calculé la synchronisation entre différentes aires du cerveau. C'est que, notamment tout ce qui est cognitif, ici, au niveau frontal, il y a une sorte de synchronisation de toutes ces aires cérébrales. Donc, on peut imaginer qu'il y a peu de cognition spécifique, il y a plus une conscience, justement, de conscience plus élevée après ces interprétations. Il y a d'autres résultats en EEG méditation. Si on regarde la littérature, il y a des centaines de papiers. Ce qu'on remarque souvent, c'est que la puissance alpha augmente pendant l'état méditatif. Donc l'état méditatif, ce que je vous disais, c'était long terme. C'est soit on a un sujet qui ne médite pas, soit il médite et on regarde la différence, et les effets à long terme. Et ce qui se passe en fait, c'est que les effets à long terme semblent être similaires aux effets à court terme. C'est-à-dire ce qu'on observe à court terme sur le fait que le sujet ne médite pas et il commence à méditer, ça a tendance à se propager à long terme. Donc si on regarde à long terme, ce type de, par exemple, sur une augmentation alpha, sur plusieurs années, on va avoir une augmentation alpha même à l'état de repos des sujets. On a une diminution de la fréquence alpha, donc ça c'est le pic de fréquence alpha. Et ça représente une diminution des capacités de mémoire à court terme. Augmentation de vigilance qui est représentée par alpha-theta. Puissance gamma, on en a déjà parlé. Et puis d'autres effets plus spécifiques, notamment une asymétrie des ondes au niveau des deux hémisphères qui a été liée à la dépression et également des effets dans le sommeil. Maintenant, ce dont je vais vous parler un peu, c'est en fait quand vous faites de la méditation, vous avez probablement pu voir quand vous avez fait la méditation qui était courte au début, c'est que votre esprit part dans tous les sens. Et donc ça, dans la tradition, dans les traditions indiennes, ils appellent ça l'esprit du singe, où il saute d'arbre branche en branche, c'est-à-dire qu'on va vous demander de vous focaliser sur votre respiration, et vous commencez à penser « Oh tiens, j'aurais dû prendre 2 cafés ce matin, je ne suis pas assez réveillé ». Il y a toutes ces pensées qui traversent votre esprit. Et ce qu'on remarque, en fait, c'est que quand on fait de la méditation de façon un peu plus poussée tous les jours, c'est qu'on n'a pas de contrôle sur ce type de divagation. Même les méditants super entraînés n'arrivent pas à supprimer totalement ce type de divagation et de se concentrer de façon très focalisée. Donc ça s'appelle les dérives attentionnelles. Et même si vous ne faites pas de la méditation, quand vous lisez un livre, vous pouvez vous apercevoir que vous êtes arrivé en bas de la page et vous étiez en train de penser à autre chose. Donc vous ne vous souvenez même pas de ce que vous avez lu. Donc ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis au point une tâche où on demandait au sujet de compter les respirations jusqu'à 10 et puis de recommencer, d'appuyer sur un bouton dès qu'il perdait le compte. Donc on les amène dans le laboratoire, on leur met un système EEG sur la tête et donc on leur demande de compter une respiration, 2 respirations, 3 expirations, etc. Et d'appuyer sur un bouton dès qu'ils ont perdu le compte. Donc dès qu'ils ne savent plus quel est le numéro après, ils appuient sur un bouton. Donc ici, la personne était en train de penser à quelque chose d'autre. Elle appuie sur un bouton et recommence la méditation de compter ses respirations. Ce qu'on regarde, c'est donc on définit la dérive attentionnelle avant l'appui sur le bouton et l'état de concentration après l'appui sur le bouton. Donc encore une fois, on a ce type de diagramme où on a toutes les fréquences qui sont représentées, mais cette fois on va représenter un peu différemment pour voir les fréquences, l'évolution des fréquences en fonction du temps. Donc c'est un peu si en fait on les mettait, on le mettait comme ça, on le tournait, et puis on en met plein au bout à bout, et on regarde en fonction du temps. Donc ça nous permet de construire une image où justement on voit les changements en fonction du temps des différentes fréquences. Donc c'est ce qu'on a fait ici. Donc ici c'est les fréquences qui sont représentées. Ici c'est le changement du temps, en fonction du temps. Ici c'est l'appui sur le bouton. Donc ce qu'on voit c'est qu'entre la dérive attentionnelle et l'état de concentration,
ici, ici et ici, il y a des changements. Et notamment, on a des changements, les deux plus gros changements, c'est ici, donc dans la bande de fréquence 7 Hz, donc ça c'est les ondes θ. On remarque notamment au niveau du cortex visuel, mais ça se propage sur les autres régions, c'est qu'il y a plus d'ondes θ pendant l'état de divagation intentionnelle que pendant l'état de concentration. Et on regarde aussi au-dessus, ici, dans les bandes de fréquence alpha, on voit bien visiblement qu'il y a moins d'ondes alpha pendant l'état de dérive attentionnelle que pendant l'état de concentration. Donc, sur la base de ça, Arnaud avait mentionné, on a mis au point des outils statistiques justement pour étudier un peu les transferts d'informations dans le cerveau et mis au point ce logiciel qui s'appelle EEG-Lab, qui est le logiciel le plus utilisé dans le monde pour traiter les données EEG. Et ce qu'on essaye de faire aussi, c'est d'étudier la dynamique à partir des cartes topographiques que je vous ai montrées, la dynamique cérébrale. Donc ici, c'est un film. Celui-là ne représente pas vraiment l'état de méditation, parce que pour l'état de méditation, on n'a pas encore fait le film. Mais on peut voir justement les communications entre les différentes aires cérébrales. Donc ici, ça représente un cerveau en 3 dimensions, et les différents points représentent différentes aires cérébrales. Et on peut voir la dynamique, on va le remettre, on peut voir la dynamique de transfert d'informations entre les différentes aires cérébrales. Donc ça, c'est des outils computationnels où, justement, qu'on essaie d'utiliser pour voir les transferts d'informations dans le cerveau. Il y a une autre technique d'imagerie cérébrale, en fait, qui s'appelle l'IRM fonctionnel. Et l'avantage de l'IRM fonctionnel, c'est qu'il y a moins d'ambiguïté sur la localisation. Avec l'EEG, on a pas mal d'ambiguïté sur la localisation, et donc il faut utiliser tous ces outils computationnels pour pouvoir justement essayer de localiser dans le cerveau. En IRM fonctionnel, ils n'ont pas ce problème. Donc ici, par exemple, c'est le moine Mathieu Ricard, que vous connaissez probablement, avec Richie Davidson, qui était le collègue de Francisco Varela, qui ont discuté avec le Dalai Lama, dont j'ai parlé au début. Et donc ça, c'est pas leur expérience. Il y a beaucoup d'expériences en IRM fonctionnel, donc je vais juste vous en montrer une, où en fait le cerveau semble osciller entre 4 états. Donc c'est la même tâche. Ils ont publié ça après, mais c'est la même tâche que nous on avait fait en EEG, c'est-à-dire que les gens comptent leur respiration et quand ils arrivent à 10, ils perdent le compte, ils appuient sur un bouton. Et donc soit ils sont en état de concentration, où ils comptent, soit ils passent en divagation attentionnelle, ensuite prise de conscience de l'état de distraction et réorientation de l'attention. Et donc, ils font des contrastes entre les différentes aires cérébrales. Donc, encore une fois, ça, c'est plus en ondes cérébrales. Ça, c'est en IRM fonctionnel. Et donc, schématiquement, si vous voulez, c'est représenté de cette façon. Quand ils sont en état de concentration, activation du cortex dorsolatéral préfrontal. Ensuite, il y a toutes ces aires du cerveau qui s'activent pendant que c'est dans la divagation attentionnelle. On appelle ça le Default Mode Network, le réseau par défaut. Prise de l'état de la conscience, notamment avec le réseau de la Salience, ça s'appelle c'est le réseau qui détecte les changements dans le cerveau, Salience Network. Une réorientation de l'attention, et donc ça c'est l'état de méditation classique, justement. On est en état de concentration, on perd notre état de concentration et on récupère notre état de concentration. Pour vous montrer que ce n'est pas juste sur les états de... Donc il y a différents types de méditation, mais on trouve le même type d'activation, notamment dans l'insula, ici c'est le même réseau qui était présenté avant, chez les nonnes qui sont en état de transe. Il y a aussi d'autres différences dont je n'ai pas parlé. Encore ça, c'est encore une autre technique. Donc c'est une technique qui mesure l'épaisseur corticale. Et je voulais juste le mentionner parce que c'est très connu. C'est que la méditation a tendance à augmenter l'épaisseur corticale. Donc quand on vieillit, l'épaisseur corticale diminue. Et quand on fait de l'imitation, l'épaisseur corticale a tendance à augmenter. Et cette augmentation d'épaisseur corticale, en fait, est corrélée avec différentes
différentes expériences, par exemple l'expérience d'absorption. Donc la profondeur de la méditation est directement corrélée avec l'augmentation sur plusieurs sujets de l'épaisseur corticale. Ça a été répliqué beaucoup de fois. Et il y a beaucoup de recherches qui se font sur le vieillissement et la méditation sur l'épaisseur corticale. Et aussi pour les astronautes, parce que les astronautes, ils ont tendance à perdre de l'épaisseur corticale quand ils sont dans l'espace. Donc peut-être qu'il faudrait qu'ils fassent un peu de méditation. Ici, je présente une des expériences qu'on a fait récemment, où en fait, on essaye de voir si on peut corréler directement la profondeur de la méditation, telle que les gens vont l'indiquer, et les ondes cérébrales. Donc, on demande juste à des personnes de faire de la méditation. Donc, le même type de méditation que vous avez faite, en général, c'est plus des méditants experts, et on les interrompt toutes les 2 ou 3 minutes en leur posant des questions. Donc, tout est automatisé avec un système informatique. Donc 3 questions. Quelle est votre profondeur méditation? Quel est votre niveau de distraction? Et êtes-vous fatigué? Et en fait, on va aller voir les données qui sont avant les questions pour voir quel était leur état cérébral avant les questions et de voir si la profondeur de la méditation influence l'activité cérébrale avant. Donc on a testé 2 types de méditants, soit des méditants experts, soit des méditants novices. Et en fait, ce qu'on remarque chez les novices, c'est qu'on n'avait pas beaucoup de différence entre, ici c'est le nombre de réponses où ils sont en état de concentration et en état de divagation attentionnelle, en état de distraction. Et on remarque que ici les méditants sont beaucoup plus en état de concentration qu'en état de distraction comparé aux novices. Et ça, c'est un des premiers papiers qui montre justement que si on fait beaucoup de méditation, on peut quand même si on n'arrive pas à supprimer toutes ces distractions, on peut quand même augmenter le temps que l'on passe en état de concentration. Et les ondes cérébrales, donc on a étudié ici, c'est dans la fréquence θ, et on trouve cette différence notamment entre les états de concentration et les états de divagation attentionnelle, qui renforcent les résultats qu'on a obtenus précédemment, notamment dont je vous ai montré. Ce qu'on essaye de faire maintenant, c'est justement de voir, donc c'est pas mal tout ça, on a montré qu'on a des différences en état sur les sujets individuels en état de méditation et en état de concentration, mais est-ce qu'on ne pourrait pas justement demander aux sujets d'influencer leurs ondes cérébrales en temps réel pour pouvoir voir s'ils peuvent atteindre un état méditatif? Donc c'est ce qu'on a fait, ça c'est un papier de revue qu'on avait publié, Meditation and Neurofeedback, sur comment utiliser pour le neurofeedback pour potentiellement faire de la méditation, parce que dans notre monde où on est très stressé, on n'a pas le temps de s'asseoir pour faire de la méditation, mais on a le temps de regarder un écran d'ordinateur et de faire un petit jeu, donc peut-être que c'est plus efficace de le faire comme ça. Ici c'est l'expérience qu'on a fait, donc on enregistre ces ondes cérébrales en temps réel et on demande au sujet de changer la couleur du carré. Donc plus le carré est sombre, plus il est en état de méditation, si vous voulez. Donc ça, c'est un retour en temps réel. On enregistre ces ondes cérébrales, ça va vers l'ordinateur qui calcule les ondes θ et qui change la couleur du carré. Le but étant qu'on essaye de mettre le sujet dans un état de méditation avec ce système de neurofeedback. Donc ce qu'on a montré, donc on avait, si c'est un peu coupé, on avait 24 sujets, et c'est une expérience en double aveugle, c'est-à-dire que quand les gens viennent dans le laboratoire, il y a tout l'effet laboratoire. L'effet laboratoire, c'est ils viennent, ils sont testés, ils sont stressés, donc il peut y avoir des changements cognitifs qui sont juste dus au fait qu'ils sont venus dans le laboratoire. Donc on demande à la moitié des sujets, ils vont faire le vrai neurofeedback, là, feedback neuronal, et la moitié des sujets vont faire un faux feedback neuronal. Hope still now that I didn't really kill him, it was just surprise, but I don't know. In any case, when I was doing retreat, when I was 20 plus, and then one day that things came very clear in my mind, and I said, how could I ever conceive of doing something like that?
Speak of lack of empathy. Not even imagine what it would be to be just a nice rat swimming there and someone just trying to kill. So unbelievable. Actually, I could not believe that I had done something like that. And I said, well, I'm going to tell my teacher, sort of kind of confession. So at 5 o'clock, I went down on my hermitage, went to see my teacher. That time I didn't speak Tibetan, but his son was interpreting. And as usual, I sort of bowed down 3 times. And I looked at him and he was laughing at me, just heartily laughing. And telling something to his son. And when I came by, he said, how many animals did you kill in your life? You know, he never ever asked me about my past, you know, my youth, my stories. He knew I was coming, you know, being an ex-scientist who decided to sort of live and receive teaching from him. He never asked me a question about my childhood of any kind. And at that very moment, he asked me that. So, and it looks very simple. It was not like suddenly there was some vibes and strange lights in the room. It was just like a nice joke. But just give me an explanation. I don't have one. Voilà, donc c'est la fin de ma présentation. Cette dernière vidéo, donc c'est juste pour mettre un peu les choses en perspective, où on a beaucoup l'impression, quand on regarde la télé, qu'on est vraiment, on a tout découvert en sciences. Mais quand on regarde l'historique des sciences, notamment sur les 2 ou 3 siècles précédents, on se rend compte que même au début du siècle, ils pensaient qu'ils avaient tout découvert. Et puis Einstein est venu et a montré donc la théorie de la relativité. Donc la science évolue de façon constante, et dans 100 ans, ils nous regarderont en disant « Ah, ils pensaient vraiment ça, c'est vraiment très basique ». Et donc c'est de mettre un peu les choses en perspective et de voir justement qu'est-ce que les experts en méditation nous disent, et peut-être de faire des expériences sur ce type d'expérience qu'ils ont justement, et de voir s'il y a une vérité qui est là-dessus ou pas. Donc ici, c'est mes étudiants en thèse et mes postdoctorants qui ont aidé à faire toutes ces recherches. Merci. Du coup, on peut remercier Arnaud Delorme pour sa présentation. On va avoir 10 minutes de questions et passer à la conférence suivante. Merci pour votre présentation. Moi, je voulais savoir s'il y avait des comportements quotidiens et stables qui étaient corrélés avec la pratique de la méditation. Quoi comme comportement Des corrélats comportementaux, plus qu'on peut voir sans mettre les gens dans des IRM. Il y a des... je pense que ça se fait en ce moment. Je ne sais pas s'il y a déjà des résultats, mais notamment avec les téléphones portables. On peut voir, donc dans les téléphones portables, il y a ce qu'on appelle des accéléromètres qui permettent de déterminer les mouvements des gens. Donc ça va permettre justement de déterminer si, par exemple, les militants experts bougent de façon différente par rapport au sujet contrôle. Sur un grand nombre de sujets, il faut faire ça sur des groupes de plusieurs centaines de sujets, justement, pour voir s'il y a des différences. Il y a des études en cours, ou peut-être qui ont été faites, mais je ne connais pas les résultats. Après, sur les comportements, les expériences qu'on fait en laboratoire, en général, sont liées à des comportements. Par exemple, quand les méditants, on peut faire l'hypothèse qu'ils sont beaucoup moins agressifs que les gens qui ne sont pas méditants. Mais c'est très difficile à tester dans des conditions écologiques dans la vie de tous les jours. Il y a des statistiques qui montrent, il y a des écoles, notamment aux États-Unis, où ils imposent tous les jours 2 fois 15 minutes de méditation, et ils ont montré que les écoles qui font ça ont beaucoup moins d'exclusion et de problèmes comportementaux des enfants. Vous avez dit que la méditation augmente l'épaisseur corticale. Et je voudrais savoir dans quelle partie du cerveau, frontale, préfrontale ou autre,
et le vieillissement diminue, et aussi quelle partie? Alors moi, je suis pas chercheur sur l'épaisseur corticale. Donc sur la diapositive que j'avais montrée, il y avait justement les aires cérébrales qui étaient corrélées avec différentes expériences, par exemple l'expérience d'absorption. Donc il y avait différentes aires cérébrales qui étaient corrélées avec l'absorption. En général, il y a une dizaine de papiers qui a été écrits sur le changement d'épaisseur corticale dès 2005 par Lazar à Harvard, et les changements sont dans une grande. C'est pas une zone en particulier. Il y a beaucoup de zones qui sont concernées, notamment les zones dont j'ai indiqué qu'elles étaient dans la boucle là, la boucle attention-distraction. D'accord. La deuxième question, en parlant de EEG, vous avez dit qu'il y a 32 électrodes, et ensuite vous avez parlé de 256 capteurs. 256, quelle est la différence? Donc la différence, au fur et à mesure, dans ces 20 dernières années, il y a 20 ans par exemple, tout le monde faisait 32 électrodes, et puis ça augmente au fur et à mesure parce que la technologie s'améliore. C'est le même type de technologie. Quand on a plus d'électrodes, notamment maintenant c'est difficile de faire des expériences en dessous de 64 électrodes, ça nous permet de localiser dans le cerveau. Donc plus on a d'électrodes, mieux ça nous permet de localiser dans le cerveau, mais ce n'est pas linéaire non plus. Par exemple, il y a très peu d'avantages à faire 256 électrodes comparé à 128 électrodes, à moins qu'on regarde à des questions très spécifiques. Enfin, il y a des chercheurs qui ont montré qu'il y avait des avantages, mais bon, donc c'est ça la différence entre le nombre d'électrodes. Le mieux, c'est d'en avoir le plus possible, mais plus on en a, plus c'est long à préparer le sujet, et plus ça fait de données, plus c'est long à traiter. Merci beaucoup. Oui, vous parliez tout à l'heure du coup de la méditation. Je voulais savoir si ça allonge quelque part la durée de la vie, en quelque sorte. Oui. Il y a un chercheur allemand qui s'appelle Ulrich Hock qui, donc il y a l'épaisseur corticale. Donc on peut dire, de toute façon, quand il y a vieillissement, il y a augmentation de l'épaisseur corticale. Je sais qu'il y a Antoine Lutz là à Lyon qui fait l'expérience sur la vieillesse et la méditation. Donc il y aura probablement plus de réponses là-dessus dans les années qui viennent. Mais par exemple, Ulrich Hock, là en Allemagne, il y a un système en fait où on prend une grande base de données d'IRM anatomique et on utilise l'intelligence artificielle pour essayer de déterminer l'âge en fonction de l'IRM anatomique. Donc c'est très simple, hein. On rentre l'IRM anatomique dans le système et il nous sort l'âge. Et quand il fait ça avec des méditants, ils sortent 3 ou 4 ans plus jeunes qu'ils sont censés être d'après justement ce système d'intelligence artificielle qui détermine l'âge en fonction de l'anatomie de l'IRM. Donc vous gagnez 3-4 ans. C'est aussi, on est vraiment méditant. Après, il faut regarder le nombre d'heures par jour qu'ils font. Il y a très peu de personnes en Europe qui font plus qu'une demi-heure par jour de méditation. Bonjour, je voulais savoir dans les Je suis ici. Ah, je vois pas. Ok. Dans les protocoles expérimentaux que vous avez mis en place, comment vous avez fait pour réduire les biais? Après, vous en avez parlé de l'effet de laboratoire. Par exemple, pour la tâche où la personne devait compter de 1 jusqu'à 10, comment être sûr qu'elle ne se met pas une certaine pression qui l'empêche, par exemple, de se déconcentrer? Donc ça, c'est une tâche, c'est une tâche très difficile en fait à faire en laboratoire. Et c'est pour ça que ça s'est pas fait avant. C'est qu'on arrive à un sujet, il y a un sujet, on prend un sujet, on va préparer le sujet, et au bout de l'expérience, ça dure 2 heures. Et au bout de 2 heures, le sujet il appuie sur le bouton une fois. Donc on ne peut pas vraiment traiter les données. Il nous faut au moins 30-40 appuis sur le bouton. Et puis il y a un autre sujet, donc c'était des sujets qui étaient naïfs là, à la méditation, ce n'étaient pas des méditants. Ils faisaient cette tâche de méditation et le fait de l'isolation sensorielle, et donc le sujet il a pu faire une demi-heure et après il croyait qu'il devenait fou, il ne pouvait pas continuer la tâche.
Donc ce n'est pas des tâches qui sont faciles à réaliser, donc on a enlevé pas mal de sujets, on avait enregistré 22 sujets et on n'a pu en garder que 16. On ne peut jamais savoir si le sujet ferait vraiment la tâche ou ne fait pas la tâche. Les instructions qu'on donnait au sujet, c'est si vous perdez le compte, appuyez sur le bouton. S'il faut que vous réfléchissiez pour savoir qu'est-ce que c'était le numéro suivant, par exemple, si vous dites qu'est-ce que c'était le numéro suivant, là vous appuyez sur le bouton, ou si vous commenciez à aller après 10, vous appuyez sur le bouton. Mais on ne peut pas être sûr qu'on a capturé toutes les divagations intentionnelles. Notamment quand vous faites cette tâche, vous vous apercevrez que il y a tout ce processus mentaux où on se parle à nous-mêmes, ah non, j'étais pas vraiment distrait, etc., qu'on ne se rend même pas compte. Donc il y a différents niveaux de conscience de ces pensées et qui vont pousser les gens à ne pas appuyer sur le bouton, même s'ils étaient en état de divagation, parce qu'ils se convainquent eux-mêmes qu'ils n'étaient pas en état de divagation avec d'autres pensées qui sont des états de divagation eux-mêmes. Donc ce n'est pas des expériences qui sont faciles à réaliser, mais c'est pour ça qu'elles sont intéressantes aussi. Ce sera la dernière question. Bonjour. Bonjour monsieur. Tout au long de votre exposé, vous avez parlé de la méditation en fait comme un objet d'intérêt, quelque chose qui était intéressant à observer du point de vue des neurosciences. Et au tout début, vous aviez parlé de monsieur Varela, et ça m'a fait penser en fait à sa théorie de l'inaction, qui ne visualise pas en fait la méditation comme quelque chose à observer, mais plus en fait comme un outil méthodologique de l'expérience vécue. Et c'est quelque chose dont on entend très peu parler, même de nos jours en neurosciences, dans nos cursus. Et du coup, je voulais savoir quel était votre avis sur la question. Et est-ce que ça se fait encore de nos jours, enfin, votre avis, quoi. Oui, donc l'expérience vécue des méditants, justement, c'était ça le but des conférences qu'ils organisaient avec l'Inde, d'aller discuter au Dalai Lama, c'était un peu de caractériser l'expérience des méditants. Moi, je suis plus en neurosciences computationnelles, donc l'utilisation des ordinateurs ou des superordinateurs pour traiter les données, calculer les réseaux. Mais par exemple, Antoine Lutz, qui étudie la méditation à Lyon, lui, il s'intéresse aussi à l'expérience des méditants. Donc, il a mis au point cet espace tridimensionnel de l'expérience du méditant en état de concentration, abstraction des pensées, concentration sur l'objet, focalisation. Donc il y a 6 différentes dimensions dans son modèle. Donc oui, tout à fait. Je pense que ça il n'y a pas de ce problème à ce niveau-là. La plupart des chercheurs en méditation sont très intéressés par l'expérience des méditants. Et en général, les mesures, comme les mesures d'absorption, etc., c'est issu de discussions avec les méditants. Ce qui est moins recherché, c'est les états d'illumination, etc., les états plus spirituels. Ça, c'est pas, ou les états de télépathie dont j'ai parlé à la fin. Ça, il y a beaucoup moins de recherche là-dessus en ce moment. Bonjour, merci beaucoup pour votre intervention. J'ai 2 questions. Alors, vous disiez qu'il y a une très forte augmentation des fréquences gamma, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Et la deuxième question, c'est, vous parliez de la neuroplasticité du cerveau qui est vraiment augmentée chez les personnes qui font de la méditation, mais est-ce que c'est dans un sens particulier ? Est-ce qu'on devient, par exemple, beaucoup plus adaptable, ou est-ce que ça nous permet de complètement recabler notre cerveau dans le sens où on l'entend, comme si on avait cette même perméabilité du cerveau qu'on a lorsqu'on est enfant ? Alors, sur la première question, qu'est-ce que ça signifie les différences en gamma ? La vraie réponse, c'est qu'on ne sait pas, c'est ça qu'on observe. Après, il y a eu donc dans notre article et dans l'autre article, montré des synchronisations au niveau frontal, notamment des aires frontales. Et les aires frontales sont tous très spécifiques à quelque chose de précis. Il y en a un qui fait attention à l'objet, il y en a qui redirige l'attention, ça c'est plus en pariétal. Donc c'est très spécifique et il semble y avoir une synchronisation entre toutes ces aires, et notamment avec l'insula, qui est le sentiment du moment présent. Donc est-ce que c'est justement que le cerveau devient plus conscient de son activité interne ? Ça c'est une interprétation de ce qui pourrait se passer et qui serait
qui découlerait aussi de ce que racontent les méditants. Ils réalisent beaucoup plus facilement qu'ils étaient en état de divagation intentionnelle ou qu'ils sont en état ils ont des pensées négatives ou positives. Et la deuxième question, c'était sur est-ce qu'ils redeviennent comme le cerveau des enfants, c'est ça? Hein? En gros, l'idée, si j'ai bien compris, je viens pas du tout du milieu scientifique, hein, mais la méditation m'intéresse. Pour moi, la neuroplasticité du cerveau, c'est un outil qui permet de réadapter son cerveau et de le recabler pour induire certains schémas de pensée un peu différents et potentiellement augmenter sa qualité de vie. Mais après, l'idée, c'est est-ce que la méditation nous induit un certain recablage dans un sens qui est donné, ou est-ce que c'est juste un outil en fait qui nous permet justement de le recabler dans le sens où on veut, si je me trompe pas. Après, c'est plus une question pour un professeur de méditation ou qu'est-ce que c'est que le but de la méditation. Le but de la méditation tel que j'ai défini, c'est de connaître ses états mentaux. Est-ce que ça permet de recabler? Je pense qu'un professeur dirait méditation dans la direction où on veut. Je pense qu'un professeur de méditation dirait non. Parce que le but de la méditation, c'est justement de pas laisser aller le contrôle et de ne pas vouloir faire quelque chose justement où c'est plus orientation de l'ego. Moi, je veux faire ça, je veux me recabler, je veux faire ci, je veux faire ça. Donc c'est plus de laisser aller. Mais il faudra mieux demander à un prof de méditation. On pourra discuter après parce que je ne vous entends pas. On pourra discuter après, je ne vous entends pas. On peut du coup remercier Arnaud Delorme pour sa conférence. Merci.